j'insiste toujours sur le fait que je ne suis pas économiste, surtout en ces temps de guerre civile à l'intérieur de la profession des économistes. Je suis anthropologue de profession, et la question qui me semble être en filigrane dans ce qui a été dit jusqu'ici, qui est extrêmement juste sur de nombreux aspects qui ont été traités, mais c'est quand même, qu'avons-nous fait pour nous en trouver là? Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors on me dit les gouvernements n'ont peut-être pas fait ci, les transnationales ont fait cela, les politiques ne jouent plus leur rôle, mais il y a en arrière-plan de tout ça, et je crois qu'il est essentiel de le comprendre. Il est essentiel de le comprendre parce que, comme Suzanne l'a bien expliqué, la tactique de Dracula a pu marcher une fois, mais ce sont des gens intelligents, nous avons quand même en face de nous, et ça ne marchera plus une seconde, et ils sont maintenant dans l'obscurité, ils maintiennent bien l'obscurité. Donc voilà, ça marche d'une certaine manière parce que voilà, nous sommes en train de gagner quelques batailles ici et là, en particulier sur ce plan-là. Moi, je suis plus optimiste. J'ai l'impression que nous sommes en train de gagner sur cette chose-là, et qu'il ne faut pas cacher le fait que nous soyons en train de gagner. Il faut que ça nous galvanise et il faut que nous continuions dans cette direction-là. Mais comment je dois introduire une expression qui n'existe pas et que voilà, je vais écrire devant moi là. Il y a des dérives de civilisation, j'appellerais ça des dérives de civilisation qui ont permis tout ça, qui ont rendu tout ça possible. Et j'en vois deux. L'une, c'est le cas, c'est précisément le fait que nous n'avons pas de gouvernement mondial. Il y a, vous savez, dans la presse complotiste, on nous parle d'un nouvel ordre mondial, mais notre problème essentiel, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça la difficulté. Et du coup, c'est la foi de poigne, c'est le plus fort qui l'emporte. Effectivement, ce sont des rapports de force qui décident de ce qu'on va faire. Mais le cadre dans lequel tout ça s'inscrit, ces traités transatlantiques et autres, il faut bien le savoir, c'est un cadre qui s'est constitué parce qu'il n'y avait pas de cadre. Et quel est ce cadre où on a dû inventer des choses parce qu'il n'y avait pas de cadre? C'est le droit maritime. C'est le droit maritime qui s'est créé au XVIe ou XVIIe siècle. Il y a des historiens du domaine légal qui se sont intéressés à ça et qui nous expliquent d'où viennent ces idées de tribunaux, de l'arbitrage et de choses de cet ordre-là. C'est parce qu'il n'y a pas un ordre international. Et ce qui se passait quand il y avait des conflits entre la Compagnie des Indes orientales françaises et la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, eh bien, on s'est réunissait sur un bateau. On essayait de faire venir des plénipotentiaires, on essayait de faire venir des consuls, et on nommait des arbitres. On nommait des arbitres parce qu'il n'y avait pas, non, à cet endroit-là, il n'y avait pas de droit national qui jouait. Les consuls jouaient le rôle d'observateurs, de tiers implicite, comme on dirait en droit, et on nommait des parties avec lesquelles on pouvait se mettre d'accord. Et les transnationales, petit à petit, et c'est un long processus, ça vient du XVIe, du XVIe siècle, sont allées s'inscrire dans cet endroit où il fallait régler le conflit sans qu'il y ait un pouvoir national qui puisse décider exactement de ce qu'il fait. Et donc, la représentation s'arrête là. La représentation nationale, elle s'arrête au fait qu'il y a un ambassadeur ou un consul qui est là comme un témoin dans un conflit où il n'y a pas de droit à proprement parler pour parler des choses. Alors, on a quand même écrit des textes, c'est ce qu'on appelle le droit maritime maintenant. Il y a une deuxième dérive, et c'est une dérive qui date du milieu du XIXe siècle. C'est celle qui a donné des droits semblables à la personne à des personnes morales, semblables à la personne, à l'individu. Quel était le problème qu'on voulait résoudre à ce moment-là? C'était un problème finalement banal, mais ça a déclenché quelque chose dont nous payons le prix maintenant. C'était quoi? C'était qu'à la fin, lorsque le propriétaire d'une entreprise mourait, l'entreprise était dissoute, et parfois les ouvriers se retrouvaient là, et les clients, enfin tous ceux qui dépendaient de l'activité de cette entreprise, se retrouvaient là sur le carreau. Alors on a voulu donner une personne morale à la société pour qu'elle se prolonge au-delà de la mort de ses propriétaires. Et là, s'est développé tout ce droit que vous connaissez, dont on parle, et qui permet à l'échelle internationale le fonctionnement des paradis fiscaux. C'est le fait qu'il fallait quand même créer un lien entre des individus et entre des personnes physiques, entre des individus comme vous et moi, et ces personnes morales. Il fallait quand même que quelqu'un décide quelque part de ce qui allait se passer, puisque la personne morale n'a pas la parole. Encore qu'aux États-Unis, on est allé tellement loin dans cette perspective que, comme vous le savez, en 2008, la Cour suprême aux États-Unis a permis aux entreprises de mettre des sommes illimitées
dans la publicité, dans la contribution aux campagnes électorales, au nom de quoi? De la liberté d'expression de cette personne morale, comme si elle existait vraiment. Une toute petite note, on est en train de créer autour des robots, autour des machines, on est en train de créer un droit de ce type-là avec un autre type de personne encore, mais on ne va pas entrer dans ce débat-là. Alors, la fiducie, le trust, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à une personne d'être la personne qui donne des ordres à une personne morale, de manière plus ou moins déguisée. Vous savez, il suffit de quelques chaînons supplémentaires pour que les choses disparaissent. Quand on est Madame Nelly Kroes, on regrette véritablement qu'on finisse par trouver comment ça fonctionne, mais c'est deux choses. Ce droit maritime qui règle celui des transnationales et la possibilité pour des individus, par le biais de la fiducie, par le biais du trust, d'être en fait les marionnettistes de ces grandes entreprises, c'est cela qui permet que nous soyons dans la situation où nous soyons, sans qu'il faille essayer, à mon sens, d'attribuer la responsabilité particulière à telle personne, à M. Delors en 1956, à Mme Huntel à une autre époque. C'est ce cadre-là que nous avons laissé se mettre en place. Alors, autre élément, l'extension des marchés. L'extension du marché, il y a une progression de plus en plus grande de l'extension des marchés, parce que ces marchés, comme vous le savez, sont liés à une représentation particulière du monde, que nous appelons néolibérale ou ultralibérale, mais qui est un mouvement qui s'est créé de manière pas nécessairement automatique. Il y a un très bon livre qui s'intéresse justement au pouvoir des lobbies, c'est un livre que je vous recommande, j'oublie malheureusement le nom de l'auteur, sur le pouvoir des lobbies à Bruxelles. Ces lobbies, on découvre ça dans ce livre qui est très bien fait. Les lobbies ont dû être traînés par les cheveux pour apparaître dans cet horizon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Le don des États-Unis. Le don des États-Unis par le plan Marshall. C'est ce qui représente, je crois que c'est 7 milliards d'euros à l'heure actuelle, associé bien entendu à un projet d'ordre politique, la défense du monde entre guillemets libre contre l'autre monde. Mais l'instauration d'un processus de justification des sommes qui sont données pour justifier comment elles sont utilisées et qui introduit, ce n'est pas un complot, ce n'est pas délibéré, qui introduit une méthode de comptabilité pour unifier toutes celles qui étaient différentes dans les différents pays bénéficiant du plan Marshall, qui est celle mise au point par la Chambre de commerce américaine en 1935, avec toutes les conséquences qui s'en découlent. Alors, l'idéologie du marché, vous le savez aussi, c'est lié à une représentation du monde, c'est lié à une vue particulière de ce qu'est l'homme et ce qui ne serait pas. C'est une représentation où la rivalité, la compétition est vue comme le moteur des sociétés humaines, contrairement à la solidarité. Alors que nous savons tous, il ne faut pas être sociologue, il ne faut pas être anthropologue pour savoir que ce qui fait que les sociétés tiennent, ce sont les solidarités qui existent et pas les rivalités. Les rivalités sont destructrices. Il suffit de regarder ce qui se passe en 2008 quand les grandes banques doivent régler le problème de la crise suprême. C'est chacun pour soi. C'est Goldman Sachs pariant organisant des paris sur la chute du système et essayant de se refaire de cette manière-là. Alors, une circulation des capitaux extrêmement destructrice, c'est là où ça aussi, c'est associé bien entendu à cela. Quand Keynes propose en 1944 à Bretton Woods un système, un ordre monétaire international, c'est un ordre monétaire où la circulation des capitaux spéculatifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas utilisés pour créer une usine quelque part et pour faire travailler des gens dans cette usine, où cette circulation spéculative des capitaux sera impossible. On n'a pas voulu de cette proposition de Keynes. Pourquoi? Pour des raisons politique, parce que le rapport de force était en faveur des États-Unis contre le plan anglais, mais aussi pour une raison purement objective, qu'en 1944, dans l'économie mondiale entièrement détruite par une guerre mondiale qui a fait la quasi-totalité des pays, l'économie des américaines représente 70% de l'économie fonctionnait à ce moment-là. Alors, voilà je dirais, le cadre dans lequel il faut que nous réfléchissions. C'est un cadre où l'effacement des gouvernements n'est pas un processus récent. Il apparaît dans ce droit maritime du XVIIe siècle, et c'est un mouvement séculaire. C'est un mouvement séculaire où les décisions les plus importantes sortent de l'horizon du politique, sortent de l'horizon de ce que les élus peuvent véritablement faire. Un autre exemple, vous le savez bien, la véritable constitution de nos pays, en termes de leur fonctionnement économique, est définie dans les règles comptables
dans le fait qu'on nous dit que parmi les avances qui sont faites en travail, les avances qui sont faites en capital, la direction des entreprises, l'avance faite par le dirigeant d'entreprise de la supervision de ce qui se passe, que dans nos règles comptables, l'avance en travail est comptabilisée comme un coût qu'il s'agit de diminuer, alors que les deux autres postes, les bonus extravagants des dirigeants d'entreprise, les dividendes des actionnaires, sont considérés comme des parts de bénéfices qu'il faut par définition faire augmenter. Personne d'entre nous n'a jamais voté pour un principe de celui-là. Nous considérons même peut-être qu'il s'agit de sens commun, que ça va de soi. Ça va absolument pas de soi. C'est une convention, c'est une simple convention. Mais nous n'avons pas, nous, le pouvoir de modifier ces règles. Dans le cadre de la comptabilité des pays européens, c'est une société privée qui s'occupe de ces règlements. Et cette société privée, le paradoxe intéressant, son siège est dans l'État du Delaware, aux États-Unis, qui est un paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Alors, je voulais dire rien d'autre que ça. Je voulais tirer un peu partie de ma boîte à outils d'anthropologue, c'est de définir le cadre dans lequel nous parlons de ça. Et parce que j'ai l'impression que si nous ouvrons ce cadre, si nous voyons en effet, si nous arrivons à répondre à cette question, qu'avons-nous fait pour en être là, il est très important que nous voyons, que nous ayons une vision claire de ces dérives, je dirais, ces dérives civilisationnelles qui nous ont conduits par une redéfinition de la personne, par une extension du droit maritime jusqu'à envahir le droit des nations. Comment nous en sommes arrivés là ?